sujets chauds, des débats brûlants, des opinions tranchées. Pour s'informer tout en divertissement. Francis Gosselin. Vous avez peut-être lu cet article que j'ai fait paraître dans le Journal de Montréal ce matin. C'était un article, évidemment, documenté là, qui concernait la question de l'itinérance qui m'intéresse et qui me touche tout particulièrement. Selon une étude qui a été publiée à la fin de l'année 2023 par le cabinet de recherche économique APECO, il en coûterait plus de 70 000 $ par année pour chaque personne en situation d'itinérance au Québec. C'est une somme qui me semble astronomique. Et donc, selon les économistes qui ont participé à ce travail de fond, là, c'est un document de près de 100 pages là, que j'ai essayé de résumer en 500 mots, le coût total là, pour l'État québécois pourrait atteindre pas loin du demi-milliard de dollars à l'horizon 2030. Plusieurs commentateurs, là, il y a eu un sommet sur l'itinérance d'ailleurs à l'automne dernier et plusieurs experts commentateurs de cet univers-là disent qu'il y a une solution, en fait des pistes de solutions qui existent, dont notamment cette notion qu'on appelle logement d'abord, housing first, là, qui a été développée aux États-Unis, comme je le disais, il y a une quarantaine d'années et ça tarde malheureusement à être mis en place au Québec pour une pluralité de raisons, évidemment. Le principe de logement d'abord, vous l'aurez deviné, c'est d'offrir aux personnes en situation d'itinérance un logement avant toute chose, c'est-à-dire avant d'intervenir sur les risques psychosociaux, de faire des travailleurs sociaux, des policiers et toutes sortes d'intervenants, de leur fournir un logement. C'est vraiment la prémisse à partir de laquelle on travaille là, l'intervention sur les personnes en situation d'itinérance. Il y a plusieurs exemples concluants qui ont été menés un peu partout dans le monde, aux États-Unis tout particulièrement. À Denver, il y a un programme comme celui-là qui a permis de sortir 800 personnes de la rue pendant une année. Là. C'était l'expérience. Je ne sais pas comment ça s'est terminé par la suite. Et le coût par personne était de 12 000 $. Vous direz, c'est beaucoup d'argent, mais par rapport aux 70 000 $ que ça coûte actuellement, c'est presque une aubaine. Évidemment, c'est pas juste une question économique pour ces individus-là qui se sont retrouvés justement dans des maisons, dans des appartements, parfois en colocation, parfois en couple. Évidemment, ça a permis d'espérer du mieux, de renouer avec la société civile, de trouver du travail, de s'occuper des enfants dans certains cas, des animaux de compagnie, etc. Toutes les études que j'ai trouvées sur le sujet sont unanimes. C'est vraiment la voie à suivre et malheureusement, pour plusieurs raisons, on ne le fait pas au Québec. Il y a beaucoup d'obstacles, évidemment. Le premier obstacle, c'est nous, en fait, la population, les électeurs, les citoyens. Il y a une opposition populaire là, à la notion de donner de l'argent aux autres, aux gens. On le voit avec l'opposition, notamment là, à l'augmentation des prestations d'assurance sociale, de sécurité sociale. On sent que ce sont des gens, entre guillemets, qui ne font rien, qui sont payés à ne rien faire. Et donc, ça se traduit souvent là, dans le milieu de l'itinérance par une non-volonté de contribuer. Ce qui fait qu'on finit par payer des gens 70 000 $ pour ne pas leur donner peut-être 10-15 000 à ceux-là qui souffrent. Donc, il y a une opposition publique qui fait que ces mesures-là sont parfois impopulaires du point de vue politique. Il y a quand même un autre élément, moi, qui me crève un peu les yeux, je vais vous dire, puis à Montréal tout particulièrement, il y a un écosystème en place, il y a des dizaines d'organismes communautaires dont la survie dépend là, de l'approvisionnement continu en deniers publics. Puis évidemment, si on devait réallouer des sommes, ils perdraient leur raison d'être. J'ai déjà tiré un article dans le journal qui parlait de pauvreté Inc. Il y a vraiment une industrie de la pauvreté qui se développe dans des grandes villes. Montréal n'y fait pas exception. Et particulièrement chez nous, évidemment, on a au pouvoir actuellement à la ville un parti qui est très favorable à ce milieu communautaire. Donc, scratch my back and I will scratch yours. Des sommes faramineuses sont versées de la ville de Montréal à ces organismes qui, à leur tour, s'assurent de la réélection quasi permanente de Projet Montréal. Puis ça tourne, puis ça tourne. Donc, éventuellement, c'est sûr qu'il y a un petit conflit d'intérêts et ça arrange certaines personnes là, que rien ne change dans ce milieu. Ça découle aussi d'un problème plus profond qui est celui du logement. Puis si on avait... c'est la conséquence de ce que je viens de nommer. Il y a beaucoup d'idéologie là-dedans. Une notion un peu paternaliste, ou on pourrait dire maternaliste à Montréal, où l'État connaît mieux, la municipalité connaît mieux, sait mieux quoi faire. Donc on achète, par exemple, des propriétés avec lesquelles on ne fait rien. On veut toujours intervenir, faire soi-même. On veut régler le problème là, en bon fonctionnaire. Et on évite donc, ce faisant, des solutions de marché
marché comme celle qui est promulguée là, par Logement d'abord. Et donc, cette hostilité, dans le fond, au marché, à des solutions qui ont fait leurs preuves, bien, ça fait en sorte que pour l'instant, le nombre d'itinérants au Québec et particulièrement dans la métropole a pratiquement doublé depuis 2 ans. Et c'est sur le dos de ces gens-là là, qu'on continue de se maintenir au pouvoir. Donc, bien triste affaire. Lisez l'article, les commentaires sont très favorables. J'ai entendu plein de choses aujourd'hui là, provenant de toutes sortes de provenances. Donc, très riche débat, évidemment. C'est un plaisir toujours d'échanger avec vous.